reprise scolaire, la fermeté du gouvernement, conseil des ministres du jour. Le lycée Philippe Zenda Kabouré est fermé jusqu'à nouvel ordre. Pas question d'abandonner les réformes, elles se poursuivent et même que les dates des examens scolaires sont maintenues. Tous les détails à suivre dans ce journal. Sans les 2 doses de vaccin, aucun Burkinabé ne pourrait participer au Hajj 2021 en Arabie Saoudite. Ce n'est pas la seule mesure, une batterie de dispositions est annoncée. Les précisions du gouvernement dans cette édition. Puis à Niangologo, c'est la désolation à l'unité de séchage de Manga et Bénézer. Inaugurée il y a un mois environ, l'infrastructure a été consumée par les flammes ce week-end. La promotrice et les employés restent inconsolables. Voilà ce qui domine l'actualité de ce 24 mai. Bonsoir mesdames et messieurs. Il est toujours à Ouagadougou. Le ministre ivoirien de la Réconciliation poursuit sa visite de travail au Burkina Faso. Bertin Kounan-Kouadio a été reçu cet après-midi par le président du Faso. Il est allé saluer l'excellence des relations entre son pays et le pays des hommes intègres. Abdou Aziz Sari. Après plus de 4 jours de travail passés au pays des hommes intègres, le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale s'apprête à regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Mais avant, il rencontre le président du Faso. Kouadio Kouna Bertin est venu remercier Roch-Marc Christian Kaboré pour la qualité des échanges et des partages d'expériences qui ont eu lieu entre le Burkina Faso et son pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina, nous sommes certes 2 peuples, mais 2 peuples au même destin. J'ai donc coutume de dire que ce qui touche au Burkina touche à la Côte d'Ivoire et vice-versa. Nous avons donc l'obligation de mutualiser nos efforts, d'échanger les expériences et voir comment ensemble nous conduisons ces 2 peuples, dis donc ce peuple ivoiro-burkinabé, vers un destin meilleur. Cela passe par stabiliser la sous-région, par des conditions de paix et de réconciliation pour que vive le bonheur dans cette partie de la sous-région ouest africaine dont le Burkina et la Côte d'Ivoire constituent, à n'en point douter, le moteur. Cette visite a été également l'occasion pour le ministre ivoirien en charge de la réconciliation nationale de remercier le peuple burkinabé pour l'avoir associé au spectacle de reggae Marley d'Or qui était placé cette année sous le thème Reggae, facteur d'intégration et de réconciliation. Restons au palais présidentiel où le conseil des ministres s'est tenu ce matin de 9h à 13h40. Près de 4 heures d'horloge pour délibérer, adopter et examiner des rapports et décrets. Évidemment, la situation nationale marquée par les vagues de protestation d'élèves contre les nouvelles réformes n'a pas été occultée. L'information à retenir, c'est que l'exécutif reste droit dans ses bottes. Les réformes vont bel et bien se poursuivre. Les dates des examens scolaires sont maintenues. Toutes les précisions avec Hervé Dapa. Au moment où se tient le Conseil des ministres de ce 24 mai, le bilan des violentes manifestations dans les écoles ces dernières semaines est sans appel. Un élève grièvement blessé à l'œil, 2 autres décédés, dont le dernier inhumé hier seulement. Donc c'est une occasion pour le gouvernement de réitérer donc ses condoléances à la famille de cet élève et de rappeler aussi à la communauté éducative qu'il y a urgence à revenir à la raison. Il y a également urgence, et le gouvernement l'a rappelé, que la fermeté sera de rigueur par rapport à un certain nombre d'actes qui portent atteinte, j'allais dire, à l'ordre public et à la quiétude. La fermeté, mais aussi l'organisation, notamment celle des examens scolaires à grand tirage. Il faut d'abord faire le point sur le niveau des programmes déjà exécutés dans les près de 4500 établissements concernés. Sur l'ensemble des 13 régions, 697 établissements n'avaient pas fait les évaluations du 3e trimestre. Autrement dit, 3757 établissements ont fait les dernières évaluations du 3e trimestre, soit un taux de réalisation du programme scolaire et des évaluations de 84,37%. Des chiffres qui ont permis au gouvernement de prendre certaines décisions.
Il s'agit pour l'achèvement donc, de l'année scolaire 2020-2021 de faire en sorte que les établissements qui ont réalisé toutes les évaluations, qu'ils puissent tenir leur conseil de classe et de libérer donc les élèves des classes intermédiaires, donc les classes qui ne sont pas en situation d'examen. Pour les établissements n'ayant pas réalisé toutes les évaluations, j'en ai fait un parcours tout à l'heure dans le tableau, il s'agit de poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés donc au 17 juin 2021. Pour les classes d'examen des établissements fonctionnels, poursuivre les activités pédagogiques jusqu'à la fin des cours fixés au 17 juin 2021. Pour le cas particulier du lycée Philippe Zenda Kaboré, l'établissement reste fermé jusqu'à nouvel ordre, a décidé le gouvernement, qui précise par ailleurs que les dates initiales de la tenue des examens de fin d'année restent maintenues. L'école burkinabé à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, mais pas que. Il a également été question de la création d'un Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. En plus de cette décision, les membres du gouvernement se sont penchés sur l'organisation du Hajj 2021. Et on apprend que le pèlerinage musulman cette année est conditionné par 2 prises de doses de vaccin Covid-19 par pèlerin. Plus d'explications avec Ousseini Tamboura, porte-parole du gouvernement. Il s'agit, au titre de l'édition Hajj 2021, de l'obligation pour les pèlerins de l'intérieur de recevoir 2 doses de vaccin contre la Covid-19 avant le 1er Zulhijja, 12e mois de l'Hégire, ce qui correspond au 11 juillet 2021. Cette exigence concernerait également tous les pèlerins de l'extérieur qui doivent recevoir 2 doses de vaccin reconnues par l'OMS. La seconde dose doit être reçue 1 semaine avant l'entrée dans le royaume d'Arabie Saoudite. La deuxième information, le port du masque à tout moment pendant toute la période du pèlerinage sera obligatoire aussi bien pour les pèlerins que pour les employés des services techniques du ministère saoudien du Hajj. Il sera exigé à tout pèlerin la présentation d'un test Covid-19 certifié négatif 72 heures avant l'arrivée en Arabie Saoudite. 72 heures d'isolement sont également imposées dès l'arrivée dans le pays. Pendant cette période d'isolement, le pèlerin sera soumis à un autre test 48 heures après par une structure agréée. Ces dispositions devront s'articuler avec l'immunité vaccinale de 60% des populations de la Mecque et de Médine avant le début du mois de Zulhijja, à l'exception donc des catégories à risque qui ne sont pas autorisées à accomplir le Hajj. Seules sont concernées donc les catégories d'âge de 18 à 60 ans. Ensuite, dernière information utile sur le Hajj, c'est le respect strict des mesures barrières dans les chambres et la distanciation de 1,50 m entre les pèlerins. La programmation des déplacements des groupes de pèlerins n'excédant pas 100 personnes avec un guide au moins sera définie au préalable. Le temps que chaque groupe passera sur le lieu de culte sera fixé à l'avance. C'est un stage pratique qui intervient à la 2e année de formation des sous-officiers de gendarmerie à Bobo-Dioulasso. Après un mois d'immersion dans les brigades territoriales de gendarmerie sur l'ensemble du territoire, la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie a pu toucher du doigt les réalités du terrain qu'ils vont bientôt rejoindre. Comment s'est déroulé le stage pour ceux de la région du centre? Justin Amonto a fait le tour de quelques brigades. Voici pour vous son reportage. De la théorie à la pratique. Ce 25 mai, ces élèves sous-officiers en 2e année de la 47e promotion de l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie sont en stage brigade. Ici, nous sommes à la brigade territoriale de Pabré. Nous assistons à un exercice pratique de démontage et de montage d'armes d'épaule nommé AK-47 ou Kalachnikov. C'est essentiellement le fonctionnement de la brigade. Nous avons aussi le rôle du service de planton, la technique de fouille d'un individu, même la perquisition. Cette phase pratique sur le terrain a une durée de 30 jours. C'est donc une opportunité pour ces stagiaires de toucher la réalité du terrain en étant en contact direct avec la population. Dans ces 30 jours, nous avons appris pas mal de choses, comme le service du planton.
Nous avons eu à faire des pratiques comme le contrôle. Aussi, nous avons eu à toucher du doigt les documents essentiels de la brigade. Dactylographie, saisie, des sorties patrouilles externes et dans les résidences, mais aussi des techniques de prise d'empreintes. Des formations pratiques terrain qui sont supervisées par leurs devanciers. Les anciens se sont vraiment donnés à fond pour nous faire mieux comprendre ce que nous avons appris théoriquement à l'école et de mettre en pratique surtout les exigences de la police judiciaire. Pour le moment, on ne peut pas les mettre seuls dans des missions parce qu'ils sont toujours des stagiaires. Donc ce que nous faisons ici, ils sont toujours accompagnés par les anciens. De la brigade de Pabré à la brigade ville de Signonguin, cette série de visites de gendarmes stagiaires s'est achevée au camp Paspanga. Ici, les stagiaires sont aussi en immersion pratique terrain à la brigade de recherche de Ouagadougou. Ils ont l'opportunité, dans cette brigade, de se former dans le service technique de recherche judiciaire. Un volet important pour ces stagiaires. C'est une formation professionnelle, donc ça permet de combler justement ce vide-là, de sorte qu'à leur sortie, immédiatement, on doit pouvoir les employer dans les brigades. Au nombre de 10 élèves par brigade, sur toute l'étendue du territoire, ils sont au total 750 stagiaires en phase pratique terrain et parmi eux, on compte plus d'une vingtaine de femmes. Restons dans la même dynamique des questions militaires et de sécurité. Dans la chronique économie de ce lundi, nous lèvons un coin de voile sur le budget alloué justement à ce secteur clé du développement. En 4 ans, environ 25% du budget de l'État a été accordé à la défense et à la sécurité. Un réaménagement imposé par la situation sécuritaire. 580 attaques terroristes selon le rapport PNDS 2021 avec des conséquences énormes. Si la défense et la sécurité connaissent une croissance en décrescendo, ce sont d'autres secteurs clés comme l'eau et l'assainissement qui en pâtissent. Alors, question ce soir, ce budget doublé alloué à la défense connaît-il une véritable répartition sur le terrain des opérations? Pourquoi, malgré ces sommes colossales investies, le terrorisme perdure toujours? Élément de réponse avec Benjamin Kwame. Entre 2014 et 2019, le Burkina Faso a enregistré 5492 attaques à main armée, alliées à 580 attaques terroristes. C'est le rapport 2021 du Plan national de développement économique et social qui le dit. Des attaques qui ont amené le gouvernement à revoir son cahier de charges en plaçant le volet sécuritaire au pic de ses priorités depuis 2015. Les investissements et les allocations budgétaires au secteur de base ont tous été revus. Le ministère de la Défense et des anciens combattants, en 4 ans, a augmenté à 140%. Le pays est attaqué. Maintenant, il faut déployer des moyens financiers au profit de la défense et de la sécurité en les dotant de moyens conséquents, en achetant des armes, des munitions, des chars, pour contrer quand même ce phénomène-là et afin de revenir au secteur social de base. En 4 ans, la part du budget de la défense et de la sécurité a augmenté de plus de 140%. Pour que le gouvernement burkinabé accorde une priorité à la question sécuritaire. Le budget de défense est allé en crescendo. En 2015, le ministère de Chérif Sy avait un peu plus de 87 milliards de francs CFA. Et en 2019, près de 210 milliards. Et pendant ce temps, des ministères comme l'agriculture, l'eau et l'assainissement voient le budget divisé en deux ou réduit simplement. Se fiant au budget national de 4% en 2017, le budget de l'eau et de l'assainissement est passé à 1,8% en 2019. On a dû diminuer, on a dû scier. Par exemple, quand on voyait le budget de l'eau et de l'assainissement a été divisé en deux depuis 2017. Voilà. Alors que vous savez qu'on a encore besoin de forages, on a encore besoin il y a beaucoup de villages de nos jours qui n'ont pas d'eau. On est obligé de diviser pour faire face à la sécurité, parce que c'est ça qui est devenu aujourd'hui la priorité.
la question de sécurité est devenue la priorité du gouvernement burkinabé depuis 2015. Donc, dans leur logique, il faut régler d'abord ce problème et ensuite on revient au développement. Ce réaménagement budgétaire en faveur de la défense laisse entendre que la lutte contre le terrorisme porte du fruit. Et pourtant, il y a moins de 5 jours, 15 personnes, tous de sexe masculin, ont été tuées dans une attaque près de Tinakov dans le Sahel. Alors, l'on est en droit de se demander comment se fait la gestion ou la répartition de cette forte somme d'argent destinée au FDS. L'État, en tout cas, pour sa part, joue son rôle en mettant les moyens conséquents dans le secteur de la défense et de la sécurité. Peut-être sur les attaques de derniers jours, peut-être il y a un problème de stratégie, peut-être qu'il y a un problème de réalisme sur le terrain que nous on ne connaît pas, mais je ne pense pas que ce soit un problème de moyens. Sinon, les moyens sont suffisamment accordés à ces deux secteurs pour les permettre de pouvoir faire face à la question sécuritaire. Les conséquences liées aux attaques terroristes sont multiples et plusieurs secteurs sont obligés d'en subir. Arrêt des travaux de bitumage par endroits, abandon de chantiers, impact agricole avec 100 000 hectares non exploités en 2019, c'est le PIB du pays qui est en baisse. Il n'est pas considéré sur l'économie du Burkina. Vous avez des chantiers aujourd'hui qui sont en arrêt du fait des attaques terroristes. Pas qu'il n'y a pas la volonté du gouvernement, pas qu'il n'y a pas les moyens. Du fait des attaques terroristes, il y a certains secteurs qui étaient pourvoyeurs de recettes à l'État, tels que les touristes dans les zones de l'Est. Aujourd'hui, on ne peut plus fréquenter ces zones. Donc, il y a un impact sur le recouvrement des recettes de l'État. Et là, ça va jouer sur la croissance du pays, la croissance du PIB. À cela, il faut ajouter l'élevage qui est aussi affecté, sans oublier ces millions de déplacés internes. En dépit de toutes ces conséquences, le Burkina Faso projette un taux de croissance de 7% contre 2,5% en 2020. Tout autre chose à présent et direction Niangologo dans les cascades où règne une atmosphère de deuil. À l'unité de séchage de Mangue et Bénézer, toute l'unité est partie en flammes le samedi dernier, laissant une promotrice et plus de 80 femmes employées dans le désarroi. Vous allez le voir, c'est un investissement de plus de 50 millions de francs CFA inauguré il y a à peine un mois, qui a été consumé par les flammes. Les dégâts, eux, sont estimés à une vingtaine de millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Reportage, Cédric Wilfried Mabiou. C'est la consternation totale au sein de l'unité de séchage de Mangue et Bénézer de Niangologo. La salle des séchoirs, la salle de conditionnement, la salle d'épluchage et le bureau principal, tous ont été consumés par les flammes d'un incendie qui s'est déclenché dans l'après-midi de ce samedi 22 mai aux alentours de 14h. C'est vers les 14h ça s'est passé. Moi, en tout cas, je n'étais pas là. Mais d'après les explications, c'est comme si c'est un séchoir qui avait pris feu. Elles étaient en train de faire les permutations et tout d'un coup, elles ont constaté de la fumée. Donc, elles ont arrêté le travail et ont commencé à ouvrir les fours. Et c'est là qu'elles ont vu que c'est l'intérieur même du four qui avait pris feu jusqu'à atteindre 4 compartiments. D'ici qu'elles fassent sortir les clairs pour maîtriser le feu, il était déjà tard. Avec l'aide des riverains, les flammes ont été circonscrites avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'équipe des soldats du feu, conduite par le chef Brahima Ouedraogo, a finalement réussi à venir à bout des flammes. Pour les 88 femmes employées dans cette unité de transformation de Mangue, c'est un véritable choc. Cette unité est leur seule source de revenus. On travaillait et on gagnait un peu pour nous entretenir. Mais avec l'incendie, si c'est pas que la patronne nous a rassurés, hier nous tous on était en pleurs. Mais comme elle nous a rassurés, on s'est un peu calmé. Elle a su placer Dieu devant toute chose. Sinon, on était vraiment triste. Car c'est avec ça, nous aussi, on s'aidait. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, fort heureusement. Cependant,
Le dégât matériel est estimé pour l'instant à une vingtaine de millions. Pour mémoire, l'unité de séchage de mangue Ebenezer a été inaugurée le 17 avril dernier. Sa production est de 590 kg de mangue séchée par jour. Triste ambiance à Niangologo dans les cascades. Par contre, dans le centre-ouest, ce sont des scènes de liesse. Les populations de Namanegma, Sourgou ont exprimé leur joie en présence du ministre de l'économie et des finances. Lassane Kabouré a procédé à l'inauguration de dallos aménagés sur une voie pouvant leur permettre de circuler en toute quiétude. En plus de ces dallos, plusieurs autres infrastructures sont sorties de terre. Grâce aux prises, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques Benjamin Kwame. Cette bretelle se raccorde à la route nationale numéro 1. Si vous quittez Sabou, ce tronçon vous permet de rallier Namanegma, Sourgou en passant par Ramongo. Une route de près de 8 km sur laquelle est aménagé 3 dallos pour permettre l'évacuation des eaux. Après 4 mois de travaux, la piste rurale est inaugurée ce jour par le ministre de l'économie et des cadres de Sabou. Elle vient soulager ces populations qui peinaient à se déplacer, surtout en saison pluvieuse. Nous manquons de mots pour remercier les autorités de ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer combien la venue de cette route nous soulage, car on ne peut pas compter le nombre de personnes décédées sur cette voie. Des femmes enceintes n'ont pas pu traverser la voie pour rejoindre la maternité de Sabou. Nous saluons ce geste du ministre et du gouvernement. Cette piste rurale réalisée à hauteur de près de 200 millions de francs CFA, financée entièrement par l'État burkinabé, intervient dans le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques avec pour ambition d'apporter des réponses aux besoins sociaux de base des populations. Il y a eu tellement de morts sur ces ponts. C'était des marigots qui ont emporté tellement. Et le maire de Ramongo est là, il le dit, et un certain nombre. Donc c'était des préoccupations majeures depuis l'indépendance. Et nous avons toujours, la population a toujours posé des doléances. Nous avons eu la chance qu'avec le programme du président qui nous a autorisé à mettre le prise, cela nous a en tout cas amené à répondre à ces sollicitations et naturellement à faire ces réalisations aujourd'hui, mais qui vont effectivement être très utiles au développement de la localité. Toujours dans le Boulkemde et dans le cadre du prise, Lassane Kabouré a inauguré dans la matinée de ce samedi également une école primaire à Maoulougou, une infrastructure pour permettre à tous les enfants de la localité d'avoir accès à l'éducation. L'école que nous avons inaugurée aussi rentre toujours dans le pays parce que le capital humain fait partie des préoccupations du chef de l'État, faire en sorte que la gratuité de l'éducation dans l'enseignement soit une réalité et permettre en tout cas à ce que la plupart des enfants, tous les enfants burkinabés puissent, en tout cas en âge de scolariser, puissent avoir accès à l'école. Et cela nous a donc été aussi l'occasion de magnifier cela. On avait un problème même de salle. Et on a eu ce joyau. Je crois que nous sommes très heureux. Et les élèves, les bénéficiaires sont très contents. Au CM2, on a 124. Au CM1, nous avons 66. C'était aussi une journée spéciale pour les femmes de Sabou. Elles ont commémoré en différé la journée internationale des droits de la femme dans la ferveur. À l'heure du numérique et de la mondialisation, ces femmes émettent le souhait d'inclure les nouvelles technologies dans leurs entreprises. C'est une journée de commémoration en différé de la journée de la femme. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on parle d'inclusion financière par le numérique. Et donc, les femmes ont bénéficié certainement des formations. Et elles l'ont dit, elles veulent désormais impliquer le portable dans leur activité commerciale. Il y a encore des doléances. C'est normal que nous puissions poursuivre cet élan, faire en sorte qu'on puisse donc réduire la corvée d'eau, la pénibilité d'eau et continuer dans la mise en place d'infrastructures qui puissent permettre aux femmes donc d'apprendre, que ce soit dans des métiers, que ce soit dans l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit aussi des centres d'alphabétisation, parce que c'est important. C'est donc un 8 mars en différé
préféré qui tire le rideau sur des défilés des groupements et associations des femmes de Sabou. Le ministre de l'économie, fils de la région, rassure les accompagner ainsi que toutes les femmes du Burkina pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est un acte qui se veut salutaire et patriotique. Un citoyen burkinabé qui finance entièrement la construction d'une infrastructure éducative et l'aménagement d'une piste rurale au profit de l'État. Nous sommes dans la commune de Zignaré et c'est El Hadj Boukari Ouedraogo, président directeur général de Socom Burkina, qui exprime cette solidarité. Justin Amonto. Commune de Zignaré, dans le plateau central, le village de Pelentanga est en fête. Il accueille une remise officielle d'infrastructures éducatives à l'État, ainsi que l'inauguration de 7 km de pistes rurales aménagées. Un geste patriotique de Boukari Ouedraogo, président de Socom Burkina. Autorités administratives et élèves ont le sourire. Le sincère remerciement à El Hadj Boukari Ouedraogo pour avoir mis à notre disposition un établissement nous permettant de recevoir les cours sans parcourir de longues distances. C'est véritablement un grand jour pour les populations de cette localité, de la commune de Zignaré, parce que la qualité de ces infrastructures mérite d'être relevée lorsque vous voyez les constructions qui répondent aux normes et lorsque vous voyez également la grande mobilisation de ces populations, vous savez que c'est véritablement un grand soulagement et ce soulagement, il vaut pour les populations, il vaut aussi pour le gouvernement qui pourra réorienter les investissements qui étaient prévus ici à d'autres communes et à d'autres villages du Burkina Faso. En offrant à l'État ces 3 nouvelles classes de l'école primaire de Gombogo, en plus des 8 classes du lycée de Pelentanga, El Hadj Ouedraogo veut soutenir l'État dans sa politique de développement de l'éducation. Ce que j'ai suivi à mon enfance, je n'aimerais pas que cela arrive à nos enfants ni à nos arrière-petits-enfants. Parce qu'en tout début, nous avons été sous un arbre pour commencer à l'école. Pendant 2 ans, du CP1 au CP2, dans les années 80-81. Et en ce temps, chacun déposait devant lui des sables pour commencer à écrire. Pendant 2 ans, CP1, CP2. C'est en CE1 que je suis allé à l'école normale de Gourgou pour continuer mes études. Alors, vu que être humain, c'est être responsable, j'aimerais quand même prouver ma mission sur Terre, poser des actes que d'autres personnes aussi pourront étudier ici et pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait. Cette action est saluée par le groupe Coris. Le groupe Coris, à travers son président, est très honoré d'être associé à cet événement qui est très important dans le cadre donc, de l'éducation et de la formation de nos enfants. Nous sommes très honorés et d'assister ce matin à la remise de cet édifice au gouvernement, composé d'une école primaire, d'un lycée et d'une piste rurale qui a été aménagée. Ces infrastructures sont estimées à plusieurs millions de francs CFA et le donateur n'attend pas de s'arrêter en si bon chemin. Au cours de la cérémonie, les meilleurs élèves ont été récompensés. En rappel, la société Socom Burkina intervient dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est demain, mardi, que s'ouvrent les assises nationales sur le nouveau référentiel national de développement qui remplace le PN2S. À 24 heures de cette grande messe qui se veut inclusive, la société civile affûte ses armes pour parler d'une même voix. Sous la houlette de l'ONG Spong, les organisations de la société civile ont analysé le projet de document. Mamouna Takabouré nous en dit plus. À 24 heures des assises nationales sur le nouveau référentiel national de développement, les membres de la plateforme nationale des organisations de la société civile veulent accorder leur violon sur leur contribution à la perfection de ce prochain référentiel. Réunis dans cette salle, les représentants des OSC passent au peigne fin le projet de document. Donc c'est un grand moment pour la vie de notre nation parce que le gouvernement va adopter et présenter à l'ensemble des partis le projet de document sur le référentiel national de développement qui va orienter les actions de développement pour les 5 prochaines années à venir. Donc il est important que nous, en tant que plateforme nationale des ONG,
nous puissions regarder ensemble ce document, mieux préparer donc nos notes de contribution afin de participer de façon efficace à ces assises nationales donc, de développement sur le référentiel national de développement. En attendant l'adoption du nouveau référentiel, il faut le noter, c'est une boussole qui s'appuie sur les acquis du PNDES pour améliorer la gouvernance avec des innovations comme par exemple dans le secteur de la sécurité. Le contexte a changé et donc le prochain référentiel tient en compte donc cette dimension contextuelle. Un exemple, dans le référentiel découlé, la dimension sécuritaire était perçue comme un risque majeur dont il fallait mitiguer ou il fallait donc atténuer. Et dans ce prochain RND à venir, c'est tout un axe qui permet donc de prendre en compte ce qu'on appelle le nexus de l'effet humanitaire, sécurité et développement. La rédaction du nouveau référentiel national 2021-2025 aura duré pratiquement une année et pour la première fois dans l'histoire de l'élaboration de ce type de référentiel, les organisations de la société civile sous l'égide du SPONG ont été partie prenante du processus. D'un processus à un autre, cette fois, ce sont les acteurs des collectivités territoriales qui élaborent une stratégie de développement local conformément à la vision 2040 du nouveau référentiel de la décentralisation. La semaine dernière, ils étaient du côté de Koudougou dans le centre-ouest pour le lancement de la phase pilote de cette élaboration. C'est face à Bamouni, Roméo Koïta. La vision en 2040 du nouveau référentiel de la décentralisation est de parvenir à des collectivités territoriales performantes délivrant des services publics locaux de qualité. Un référentiel qui impulse un développement local inclusif et durable en vue d'animer une démocratie locale avec un ancrage socio-culturel. Pour ce faire, des réformes et innovations majeures ont été identifiées. Pour réaliser cette ambition, des réformes et innovations majeures ont été identifiées, dont l'une majeure est le développement économique local et la cohérence territoriale d'ELCOT. Cette innovation vise à assurer la promotion des potentialités locales en faisant de chaque région du Burkina Faso un territoire pôle macro porteur de stratégies de développement économique régional et local. Mieux, elle permettra de placer les filières de production à des niveaux de compétitivité et aux standards des autres pays de la zone CEDEAO. Les régions du Nord et du Centre-Ouest sont les régions pilotes. Dans le processus de mise en œuvre, le Burkina Faso a le soutien de la coopération suisse. Cette stratégie innovante, qui s'appuie sur les acquis et les insuffisances du chemin déjà parcouru avec les 2 premiers cycles de la décentralisation, vise dans sa mise en œuvre la responsabilisation et l'autonomisation active des collectivités territoriales. Toute chose qui contribuera à une prise en compte réelle des spécificités de nos entités géographiques et des aspirations profondes des populations. À la suite des étapes d'information et de sensibilisation, l'élaboration de ce document cadre dont le lancement officiel de la phase pilote interviendra tout à l'heure va aboutir à la formulation de boussoles pour nos collectivités en termes d'organisation et de planification des actions de développement local en lien avec la valorisation et la promotion de nos potentialités. Pour la coopération suisse, l'expérience qui commence aujourd'hui avec ces 2 régions pilotes d'implémentation méritera d'être capitalisée et mise à l'échelle au profit des autres régions. Car c'est en effet de perspectives économiques attrayantes que le pays et ses jeunes ont besoin plus que jamais. Pour mener à bout avec succès la mise en œuvre des actions concrètes issues de cette stratégie, la mobilisation de tous les acteurs locaux des collectivités territoriales régionales, ainsi que le concours de mécanismes nationaux tels que la DCT et la Caisse de dépôt et consignation seront essentiels. Permettez-moi de reconfirmer l'engagement de la Suisse aux côtés du peuple et des institutions du Burkina pour que le développement économique et social de tout votre merveilleux pays. À l'issue de cette phase pilote, une capitalisation sera faite par le ministère de la décentralisation en vue de disposer d'un guide méthodologique devant servir de référentiel pour les autres régions du Burkina Faso.
La mise en œuvre de la stratégie de développement économique local et de cohérence territoriale va permettre aux élus locaux d'œuvrer avec le secteur privé pour booster le développement en optimisant le plein emploi local par la mise en place des chaînes de valeur. Les enfants sont l'or du Burkina Faso. C'est un projet mis en œuvre par l'ONG Oxfam et ses partenaires de la commune de Mégué, en passant par Moctedo, Zungu et Boudri. Les résultats de ce projet sont visibles sur le terrain. Plusieurs enfants de la province du Ganzourgou ont été motivés à quitter les sites d'orpaillage au profit des salles de classe. Constat sur le terrain avec Justin Amontou. Éradiquer la présence d'enfants sur les sites d'orpaillage dans la région du plateau central. Un défi que l'ONG Oxfam et le ministère en charge de l'éducation nationale cherchent à relever à travers le projet « Les enfants sont l'or du Burkina Faso ». L'objectif est de favoriser le retour des enfants de 7 à 12 ans dans 25 écoles de la province du Ganzourgou. Donc Oxfam qui accompagne la politique du ministère de l'Éducation en matière de promotion de l'éducation se devait d'accompagner cette initiative du ministère en développant un certain nombre d'initiatives justement pour faire en sorte que les enfants qui sont sur les sites d'or puissent retourner à l'école et dissuader ceux qui ont envie d'aller sur les sites d'or de le faire. Quand on parle d'éducation, c'est avant tout le premier rôle, en tout cas de l'État d'abord, et avoir en tout cas des partenaires comme Oxfam qui viennent nous appuyer. Ça contribue en tout cas conséquemment au système éducatif dans notre province. De Méguette à Moctedo, en passant par Zungu et Boudri, l'impact du projet est visible. Dans les écoles, les enfants s'impliquent à travers des activités de sensibilisation au sein des gouvernements scolaires. Il y a le gouvernement scolaire qu'ils ont installé dans les écoles. Vraiment, ce gouvernement scolaire-là, nous, on voit son impact positif au niveau de notre enseignement. Selon l'un des présidents du gouvernement scolaire, ce projet de l'ONG Oxfam au Burkina Faso a un impact favorable. Grâce à Oxfam, mes camarades qui avaient abandonné l'école sont revenus. On avait enregistré au début de l'année 50 élèves qui sont partis, qui ont rejoint le site minier. Des sensibilisations, mais aussi des formations initiées par l'ONG et ses partenaires à l'endroit des parents d'élèves et des associations des pères éducatifs, APE, et des mères éducatives, AME. Nous avons bénéficié de formations de la part d'Oxfam. Notre rôle consiste ensuite à échanger avec nos enfants afin qu'ils n'abandonnent pas l'école au profit de l'orpaillage. Les autorités et acteurs du milieu scolaire restent optimistes en ce qui concerne les défis à relever. La sensibilisation des leaders d'opinion, leur implication, et les parents, leur implication, les techniciens et même les orpailleurs qui sont sur les sites. On a mis en place des formateurs endogènes et des formatrices endogènes au niveau de chaque village, donc, qui ont été outillés pour pouvoir accompagner efficacement les élèves au niveau de l'école. Mise en œuvre depuis janvier 2018 par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, le projet Les enfants sont l'or du Burkina Faso prendra fin en décembre 2021. Un projet financé par l'ambassade royale du Danemark à travers le volet d'ANIDA à près de 820 millions de francs CFA. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de votre fidélité et plus particulièrement à vous qui nous faites confiance depuis Yaoundé dans le Koulpelogo. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.